Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission. On ne compte plus, depuis plus de 5 ans et demi maintenant que cette émission existe et vous parle de l'air, de notre bon air pour bien respirer et surtout de cette prise en compte. Et on reçoit énormément d'invités tout simplement parce que il faut que l'on s'empare toutes et tous de cette problématique de la qualité de l'air, de la problématique directement induite de celle-ci, c'est notre santé. Et notre santé également, elle passe par le fait de, je dirais, de chaque jour, des petits gestes qui sont extrêmement importants pour permettre d'aller mieux, de bouger tout simplement, de se déplacer, de faire de l'activité physique. Et cette activité physique, aujourd'hui, on va en parler assez longuement et on va rentrer grandement dans le vif du sujet avec quelqu'un qui est passionné. Ça fait 40 ans, je crois, qu'il m'a dit qu'il porte ce sujet. Et on a le plaisir de retrouver aujourd'hui sur Élémentaire, mon cher Nico, François Carré. Bonjour François. Bonjour. Bienvenue sur l'émission. Merci. Un petit nouveau également, la première fois pour vous. Vous venez, et j'avoue que c'était prémonitoire, j'ai mis une écharpe qui est le drapeau breton, mais en fin de compte, vous venez de Rennes. Et alors, le temps sur Rennes, comment est-il ? Écoutez, depuis dimanche, il fait beau. Il fait beau, donc il fait chaud, même un petit peu pour la saison, je dirais, puisqu'on est confronté à ce problème. Comment ça, il fait beau en Bretagne ? Mais oui, c'est une blague. Vous savez, c'est une histoire qu'on raconte. On n'est pas le département le plus mouillé, humide sur l'année. C'est vrai. Il y en a d'autres, mais dans tous les cas, c'est une très jolie région. Ça va me permettre de la mettre un petit peu à l'honneur. Mais surtout, François, vous êtes ici avec nous pour parler de l'activité physique notamment. On va dresser celle-ci au travers aussi de bien la faire et dans des lieux à des endroits qui vont être préservants pour mieux respirer et mieux s'alimenter. Mais avant tout, vous êtes professeur émérite et cardiologue. Notamment, et là justement, ce sujet de l'activité, on va la démarrer, on va se dire mais pourquoi, dans un premier temps, pourquoi c'est important de faire de l'activité physique pour notre santé ? Mais c'est important parce qu'en fait, on n'a pas encore tous bien pris conscience que notre santé dépend de nous. En réalité, on pense que ça dépend toujours du petit comprimé que le médecin va donner, et nous, les médecins français en donnent beaucoup, des comprimés justement, c'est-à-dire qu'ils ne font pas assez de prévention. Et dans la prévention, il y a bien sûr l'activité physique. Il n'y a pas que, il y a le tabac qui n'est pas bon pour la santé, l'alimentation déséquilibrée, on a maintenant les troubles du sommeil aussi qui se rajoutent, la consommation trop importante d'alcool. Et puis il y a les manques d'activité physique, et puis il y a une toute petite nouvelle qui s'appelle la sédentarité, qui nous pose de grands problèmes actuellement. C'est pas mal la sédentarité, parce que ça rejoint complètement à ce qu'on dit nous habituellement au niveau de la qualité de l'air, parce qu'on parle que de plus en plus, on est à 90% de notre temps dans des lieux clos. Donc des lieux qui sont potentiellement confinés. Alors ça reprend notre véhicule, ça reprend nos lieux de travail où on va être sédentaire et pas mal assis sur notre fauteuil de bureau. On va passer nos temps maintenant un peu plus encore qu'avant devant des visios. Donc là, des visioconférences ou des réunions à distanciel comme on l'exprime. Et puis également, on va avoir notre habitat lui-même par rapport à ça. Alors en quoi justement vous voyez, 90%, ça veut dire qu'en gros, 23 heures sur 24, on n'a qu'une heure par jour pour bouger et on en profite quelquefois pour aller faire quelques courses dont le nom est bien mis, mais c'est pas suffisant. Non, bien sûr, effectivement, plus le temps passe, plus on passe de temps assis. Or certes, qui nous est un tout petit peu imposé par notre mode de vie. Je pense qu'on n'a pas à se laisser imposer quoi que ce soit par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Il faut prendre conscience que nous ne sommes pas faits pour être assis. En fin de compte, dans notre évolution, il faut quand même prendre conscience d'une chose, c'est que le passage de la quadripédie à la bipédie, se mettre debout, c'était un bouleversement énorme pour notre organisme. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais même de passer de assis à debout, pour l'organisme, c'est quelque chose d'énorme. Le cœur, cette pompe, doit commencer à envoyer du sang beaucoup plus haut, donc un travail beaucoup plus important. Et c'est dommage, parce que lors de cette évolution de la quadripédie à la bipédie, on a privilégié plein de choses dans nos gènes, et en restant assis, on est en train de détruire tout ce qui a été mis en place pendant l'évolution, sauf que nous sommes génétiquement programmés pour bouger et pas pour rester assis. Et on est programmé pour être extrêmement endurant également.
Absolument, on est les plus endurants. Homo sapiens, c'était l'animal le plus endurant, puisque tout le monde parle des chasseurs-cueilleurs. Je ne sais pas si tout le monde se pose la question comment chasser Homo sapiens. Il n'avait pas de fusil à lunettes, il n'avait pas d'arc, etc. Eh bien, il épuisait simplement l'animal en le courant derrière. Et parce que les animaux ont un grand inconvénient vis-à-vis de nous, sauf quelques-uns, c'est qu'ils ne transpirent pas. Donc en fait, quand vous courez, quand vous faites de l'activité physique, vous libérez beaucoup de chaleur, parce qu'on n'a pas un très bon rendement, l'organisme n'a pas un très bon rendement, et cette chaleur, on l'élimine par la transpiration, l'évaporation de la sueur. Et d'ailleurs, ceux qui ont des animaux le savent très bien, ils ont dû remarquer que leur chien, quand il va courir, il court à toute vitesse, il s'arrête, il respire très vite, pas parce qu'il est essoufflé, pour éliminer la chaleur. En réalité, c'est pas du tout parce qu'il est essoufflé, et puis après il repart. C'est exactement comme ça que ça se passait. Homo sapiens avait mis en place, petit à petit, le fait d'être l'animal le plus endurant. Une technique d'épuisement, ça. Voilà, c'était la technique d'épuisement. Et nous, sur nos chaises, maintenant, on a notre technique d'épuisement, mais contre nous, en fait. Contre nous, exactement. Ça, hein. C'est terrible. C'est assez terrible, surtout que ce qui est dommage, c'est que puisqu'on parle d'Homo sapiens, nous avons les mêmes gènes qu'Homo sapiens. On a l'impression que Homo sapiens, c'est rien. Pas du tout. L'ensemble des gènes, ce qu'on appelle le génome, eh bien, c'est des milliards de molécules. Sur ces 10 milliards de molécules, il y a peut-être 5000 molécules différentes entre moi et mon ancêtre Homo sapiens. C'est-à-dire que j'ai toujours les gènes pour être l'animal le plus endurant. Et je les utilise plus du tout. On ne les utilise plus du tout. Et puis, et également, ça a des impacts, cette sédentarité a des impacts très forts. On vient d'en parler sur l'endurance. Moi, je me souviens d'avoir reçu aussi sur l'émission l'entraîneur de l'équipe de France de basket qui disait que les jeunes maintenant, depuis une grosse quinzaine d'années, en fait, avaient perdu quasiment 30% d'endurance par rapport à leurs aînés, tout simplement parce que le mode de vie des jeunes de base, en considérant que l'activité qui est moindre, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, beaucoup de temps sur les écrans notamment, consommait tout ce bénéfice finalement qu'on a dès le départ en tant qu'être humain, en tant que sapiens. Oui, et puis c'est important que vous parliez des jeunes, parce que c'est ce qui nous inquiète le plus. On a le problème des personnes, des très jeunes. Il y aura les personnes âgées aussi pour la perte d'autonomie, c'est-à-dire la perte d'indépendance en réalité. Mais en fait, c'est vrai que endurance, pour beaucoup de gens, ça veut rien dire. On s'en fiche de ne pas courir longtemps. C'est une erreur. Parce qu'en fait, l'endurance, c'est ma capacité physique. Et ma capacité physique, c'est mon capital santé. Plus je cours longtemps, meilleure est ma santé. Si je prends les choses différemment, si je prends 2 sujets de 50 ans, on va prendre des messieurs, par exemple, on peut prendre des dames, c'est pareil. Il y en a un qui court longtemps, qui a fait un infarctus et qui a eu un cancer de la prostate, il vivra plus longtemps que celui qui court moins longtemps que lui, qui n'a jamais été malade. Et ça, c'est terrible à entendre. Et j'explique à mes collègues médecins, parce qu'ils ne l'ont pas tous retenu, que la seule manière d'améliorer mon endurance, c'est de bouger. Aucun médicament n'améliore l'endurance. Aucun. Donc moi, médecin, si je... Ça paraît une évidence, pourtant. Oui, ça paraît une évidence, mais parce que les gens, beaucoup, et je parle aussi, il y a peut-être des médecins qui m'entendent, mais... C'est sûr, je peux vous confirmer, ils vous entendent. Le meilleur marqueur d'espérance de vie en bonne santé, c'est la capacité physique. Ça n'est absolument pas le taux de cholestérol, le niveau de pression artérielle et les maladies qu'on a eues. Absolument pas. C'est ma capacité physique. Si j'ai en face de moi quelqu'un, je prends toujours cet exemple, de très fort surpoids, voire obèse, qui monte 6 étages sans s'arrêter, il est en bonne santé. Il est en bonne santé, ça ne veut pas dire qu'il va le rester tout le temps, mais il est en bonne santé. Il ne m'inquiète pas. Par contre, je prends quelqu'un de super mince qui me dit qu'il peut monter que 2 étages, même s'il n'est pas malade, je lui dis attention. Risque. Voilà, et on retrouve les 30% que vous avez parlé des enfants. Alors ça veut peut-être rien dire aux personnes. Aujourd'hui, un collégien de 11 ans, puisqu'on a fait une étude là-dessus sur 10 000 collégiens, peut courir à 9,5 km/h pendant 5 minutes. En 1987, ce collégien courait à 11,2 km/h. Voilà la capacité physique dont vous avez parlé l'entraîneur de basket. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un homme de 60 ans, 65 ans, pas sportif, actif, court plus vite sur 1 kilomètre qu'un collégien de 11 ans. Donc on peut dire aux collégiens, écoutez vos aînés déjà d'une part, et puis faites comme eux et leur dites... Oui, alors il faut qu'ils sautent une génération, si je peux me permettre, parce qu'il ne faut pas qu'ils fassent comme leurs parents, mais comme leurs grands-parents. C'est ça, c'est ça.
Non mais c'est vraiment édifiant parce qu'à un moment donné, en plus, si on corrèle tout ça avec cette activité physique dont on a besoin, on en a déjà parlé ici aussi sur le plateau de l'émission, on va faire de l'activité physique également dans des salles de sport qui sont closes et qui n'ont pas forcément un bon renouvellement de l'air dans celles-ci. Donc quel va être l'effet? Ça, c'est un focus à avoir qui est intéressant et j'en profite de vous avoir avec nous. Quel va être ce rapport à notre corps, le fait de faire de l'activité physique? Qu'est-ce que ça induit sur notre capacité pulmonaire? Et d'où la nécessité derrière d'avoir un air renouvelé plus important, plus frais, entre guillemets. Quels sont les phénomènes qui s'actionnent quand on fait justement une activité physique au travers de notre respiration? Ce que vous dites est très important parce que souvent les gens se disent il y a un pic de pollution, c'est pas grave, je vais m'entraîner dans une salle fermée. Mais non, parce que la salle fermée, elle va quand même prendre l'air à l'extérieur et donc la salle va aussi être l'air ne va pas être de très bonne qualité. Donc cet air, de pas très bonne qualité, il peut nous poser un problème d'abord parce que plus je fais d'exercice, plus je ventile, plus je prends d'air, plus j'en souffle. Mais surtout cet air, il est quand il est pollué ou même dans les comment s'appelle certaines salles de sport où il peut y avoir du matériel par terre, dans les sols, par exemple les tatamis, des émissions de polluants quelles qu'elles soient. Il y a des particules qui sont dans l'air ambiant. Plus elles sont petites, plus je vais les prendre, elles vont aller plus loin dans mes poumons, et plus je respire vite et plus j'augmente ma capacité, exactement. Plus il en rentre. Donc en plus. Ce n'est pas bon et c'est une erreur de se dire je suis dans une salle de sport donc je n'ai pas de problème avec l'air. Si, l'air intérieur, comme vous l'avez dit, il n'est bien souvent pas assez renouvelé. Et ça nécessite également, dans le cas où on est dans ces salles, de se dire, si on a une activité, on peut se retrouver à 60 ou 70 à faire du sport en même temps, mais on va accélérer notre respiration, on va demander une consommation d'air supplémentaire, donc on va aussi expirer de l'air vicié de manière plus conséquente, donc il va falloir s'assurer que ce bâtiment soit complètement en adéquation, avec peut-être quelques détecteurs, peut-être sur la base du CO2, l'humidité aussi, et d'assurer que plus la sollicitation va être forte, plus on va être en capacité de faire rentrer de l'air neuf dans cette salle pour assurer derrière la performance. Parce que si cet air également est pas bon, notre performance va réduire, c'est évident. Oui, non, mais absolument. Et puis de toute façon, vous l'avez très bien dit, nous le marqueur qu'on utilise le plus, c'est le CO2, c'est le gaz carbonique, tout simplement parce que j'entendais une société de sécurité qui, pour détecter la présence, mesure la quantité de CO2 dans la pièce. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a la quantité de chaleur libérée par la personne. Mais donc, effectivement, par exemple, on sait très bien que quand on fait certains tests, on accepte qu'il n'y ait que 2-3 personnes dans la pièce. Sinon, il va y avoir une perturbation de nos données par la quantité de CO2. Et plus il y a de CO2, alors même si c'est infime, on aura toujours assez d'oxygène, mais ça n'améliore pas la performance. Si vous faites un marathon le jour d'un pic de pollution, vous ferez une moins bonne performance que si jamais l'air est bien meilleur. Vous aurez peut-être des tendances à pas le finir non plus. Ça dépend parce que, en fait, ça dépend un petit peu du niveau de santé. Quelqu'un en bonne santé ne tolère pas aussi mal que quelqu'un qui est en mauvaise santé. Si vous voulez, aujourd'hui, on a posé la question, alors quand il y a des pics de pollution, on dit toujours, c'est pas le jour d'aller courir près du boulevard périphérique à Paris ou quand vous le voyez le nuage. Par contre, il y a une très jolie étude hollandaise qui a bien montré que pour que l'effet de la pollution soit vraiment important comparé à le fait de ne pas faire d'activité physique, c'est soit qu'on compare, c'est à peu près 7 heures de marche dans la journée dans un milieu pollué. Quand même. Quand même. Donc ça veut dire qu'il faut quand même aller bouger. Je parle de sujets sains. Je ne vous dirai pas la même chose d'un insuffisant respiratoire ou d'un insuffisant cardiaque, bien évidemment. Mais aujourd'hui, il vaut mieux pour ma santé aller faire de l'activité physique, même quand l'air n'est pas très sain, que de rester sur ma chaise à rien faire. Oui, puis rien n'empêche, maintenant on voit quelques applications qui fonctionnent, qui nous permettent de savoir d'aller au bon endroit et de savoir où on va. Alors par rapport à cette qualité de l'air, mais là plus en avant sur la santé de la personne. Est-ce que quelqu'un qui a des difficultés, on l'a dit tout à l'heure, qui a des difficultés de santé, ne doit-il pas faire de sport? On le voit bien, la réponse est non. Par contre, est-ce qu'on a par exemple des grands champions qui ont des problématiques respiratoires, qu'ils soient de l'asthme ou autre, et à qui ça n'a pas empêché de performer? Oui, cette question est très importante parce que et je pense que c'est encore le cas malheureusement, combien d'enfants ont été interdits de sport à l'école à cause de l'asthme? Donc c'est une erreur.
Il y a des grands champions, on connaît surtout des champions de natation, parce que le milieu aquatique, alors en tenant compte bien sûr des problèmes de la piscine, de ce que ça peut libérer, mais favorise un petit peu l'activité physique quand on a de l'asthme, mais on peut faire du sport avec de l'asthme. Au contraire, je dirais que ça ne peut que améliorer les choses, surtout qu'il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que le sport joue sur tout. L'activité physique joue sur tout. Par exemple, aujourd'hui, le fait de faire 30 minutes d'activité physique chaque jour diminue votre risque de toutes les maladies chroniques, en passant de l'infarctus par le diabète, la maladie d'Alzheimer, les cancers et la polyarthrite rhumatoïde, de 30%. Donc, même si... On va retenir le chiffre, si je peux me permettre. Oui, bien sûr, oui. Je suis assez faiseur de ça. 30 minutes, 30%. À peu près. Voilà. Donc, faire 30 minutes et plus, c'est avoir plus de 30% de bénéfices. Exactement. On va le garder, celui-là. Il est génial à retenir. Il y a un phénomène dose-réponse. Plus je bouge, plus j'ai de bénéfices, bien sûr, sur ma santé. Donc, en fait, je dois toujours partir, c'est ce que j'explique toujours à mes collègues, parce que j'ai des collègues qui freinent un peu quand il y a un malade à leur faire de l'activité physique, ce qu'on appelle de l'activité physique adaptée, c'est-à-dire adaptée à la maladie. C'est une thérapeutique non médicamenteuse validée. On va même plus loin, puisque on parle de ces patients. Un patient qui a une maladie chronique, si on ne prescrit pas l'activité physique, on est clair, on l'a dit dans une expertise INSERM en 2019, c'est une perte de chance pour le malade. Il a le traitement médicamenteux optimal, le fait qu'il n'ait pas d'activité physique, c'est une perte de chance pour lui. Non seulement pour sa maladie, mais pour le risque d'avoir d'autres maladies. On considère également, vous allez peut-être me l'infirmer ou le confirmer, mais on considère également qu'un sportif qu'on considère de haut niveau, on est tout de suite à dire un sportif de haut niveau, c'est un sportif de haut niveau, c'est pas qu'un perchiste, hein, évidemment, mais on considère qu'un sportif est quelqu'un qui a l'habitude de faire du sport fréquemment, quand même de manière conséquente, s'il est blessé, s'il a des problématiques, et on a une capacité aussi de résilience et de réparation de notre corps qui est plus rapide. Oui, est-ce que ça c'est vrai ? Bah oui, non, mais c'est vrai, mais en fin de compte, ce n'est pas le... Alors, c'est des sportifs, donc ils ont des bonnes capacités physiques. J'en reviens à ma capacité physique. En fin de compte, le sportif récupère bien parce qu'il a une bonne capacité physique. Moi, j'ai des collègues médecins qui ont eu des maladies très graves, éventuellement séjour en réanimation. Ils s'en sont bien sortis, entre guillemets, parce qu'ils avaient une bonne capacité physique. Aujourd'hui, on ne l'a pas dit dans les médias, mais il faut être honnête. Là, on le dit, allez-y. Allons-y. Dans la période du Covid, les patients qui mouraient du Covid étaient ceux qui avaient la moins bonne capacité physique et ceux qui faisaient le moins d'activité physique. Il y a des études qui l'ont parfaitement montré. Si vous prenez capacité physique faible et capacité physique élevée, il y a 4 fois plus de décès quand ils ont le Covid chez ceux qui ont la capacité physique faible que ceux qui ont la capacité physique élevée. Les gens, les fameuses comorbidités dont on a parlé, oui, s'ils ont une mauvaise capacité physique. Mais si j'ai quelqu'un qui est hypertendu, qui a trop de cholestérol, mais qui a une bonne capacité physique, le Covid, c'est pas du 100%. Hein. On a des gens qui étaient sportifs qui sont morts du Covid, donc c'est pas du 100%. Mais globalement, c'est le cas. Donc, effectivement, vous avez raison, on récupère beaucoup plus vite quand on est... Et en plus, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que quand j'ai fait du sport, si vous parlez des sports du haut niveau, par exemple, j'ai fait du sport à un très haut niveau de l'âge de 10 ans jusqu'à 25 ans, ma carrière se termine, et là, je vais arrêter, parce que j'ai plus envie d'entendre parler du sport. Eh bien... Ouais, mais maintenant, vous en parlez beaucoup. Mais ce que j'ai fait avant ne me protège plus. Par contre, si je me remets au sport, je vais redevenir beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'en a jamais fait à un bon niveau. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire du muscle, si vous voulez. Un muscle qui s'est entraîné, quand je me réentraîne, ira beaucoup plus vite et gagnera les bienfaits beaucoup plus vite. Ça, je peux le confirmer, parce que j'ai été contraint une fois à cause d'un accident et j'aurais jamais cru que je recourrais aussi vite avec autant d'arrêts finalement. Oui, donc c'est cette sensation que mon corps retrouvait le plaisir de reprendre son habitude, finalement. Absolument. Et le mot essentiel que vous avez dit, c'est plaisir. Il faut bien se rendre compte que de bouger, ça donne du plaisir. Contrairement, bouger, c'est pas de la souffrance. L'activité physique, c'est pas de la... D'ailleurs, on parle beaucoup de sport, mais moi, je ne parle jamais de sport à mes malades. De toute façon, ils me disent toujours, vous voulez me tuer, docteur, si je leur en parlais, parce que j'en ai parlé quand j'étais plus jeune. Donc, en fin de compte, non. C'est de l'activité physique. L'activité physique, ça ne veut pas dire sport. Le sport est une activité physique. Toutes les activités physiques ne sont pas du sport. Alors, une activité physique, vous venez de poser, je dirais, ce jalon entre l'un et l'autre. Quelle différence on pourrait donner entre, je sais, là, je fais du sport, et là, je fais une activité physique? Alors, il y a beaucoup ça peut en éclairer beaucoup qui nous écoutent, de se dire, finalement, le sport n'est pas fait pour moi, mais
qu'est-ce qu'une activité physique pour leur donner envie? L'activité physique, c'est dès que vous bougez, dès que vous avez des contractions musculaires qui vont vous faire des mouvements. Ça, vous faites une activité physique. Ça peut être le jardinage. Alors, c'est vrai que si vous faites que tailler les rosiers, c'est pas une activité physique très intense. Mais, alors, non, je vous dis ça parce que j'ai quand même eu un fois une personne qui me disait qu'il faisait beaucoup de jardinage, qui tondait sa pelouse. Il avait oublié de me dire de lui-même qu'il était sur le tracteur. Donc, effectivement, ça, c'est pas de l'activité physique. Ouais, mais c'est pour la qualité de l'air ici, c'est pas bon non plus. Non, donc, vous voyez, voilà, il avait tout faux. Ouais. Et donc, dès que vous avez des activités physiques de déplacement pour aller au travail, vous allez au travail à pied, vous allez au travail en voiture, en vélo, même en vélo à assistance électrique. Je n'emploie jamais le terme de vélo électrique, c'est pas une mobilette le vélo à assistance électrique. Si je pédale pas, il avance pas. Donc le vélo à assistance électrique est très bien. Si j'ai pas de douche à mon travail, je comprends parfaitement que je préfère un vélo à assistance électrique, je vais pas arriver tout plein de sueur. Donc tout ça, ça fait partie de l'activité physique. Et en fait, je vais vous donner juste pas pour me vanter, mais mon emploi du temps, ce qui est recommandé, c'est 30 minutes d'activité physique. Je me gare à 1 km de mon hôpital. 10 minutes de marche le matin, 10 minutes de marche le soir, et je marche 10 minutes après manger. Voilà, j'ai fait mon quota d'activité physique. Donc, c'est pas du sport. Après, je fais du sport parce que j'aime le sport. Alors, qu'est-ce que c'est que le sport? Le sport, c'est entre l'activité physique et le sport, il y a l'exercice physique. C'est la personne qui me dit, moi, je vais à la piscine 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, je joue avec mes copains au volley, etc. Comme ça. Mais vous participez à des compétitions? Ah non, pas du tout, on joue entre nous. Donc, je le fais parce que ça me fait du bien. C'est un exercice physique. Et ensuite, je vais dans le sport, qui est un exercice physique structuré. C'est-à-dire que j'obéis à des règles. Par exemple, je prends l'exemple très, très simple. Vous jouez au tennis. Je vais jouer au tennis avec mon petit-fils. Si la balle sort du court, on continue à jouer. C'est un exercice physique. Si je fais du sport, je compte les points dès que ça sort du court. Voilà. La définition du sport. Voilà, c'est pas tout à fait la même. On rentre dans le cas de compétition. Après. Voilà, compétition ou programmation pour performer. Voilà. Un but de performance. Voilà. Et le but d'aller chercher peut-être ces performances, on en profite ici, d'aller chercher ces performances, donc on le voit maintenant, on est tous équipés, enfin pas personnellement, mais de montres qui sont capables d'aller mesurer nos cardio, d'aller mesurer tous nos paramètres pour beaucoup. Est-ce que c'est un effet qui nous permet de se dire tiens, j'en suis là, je fais là, je vais plus loin, et là on se dit qu'on est peut-être dans un mode compétition, ou est-ce qu'à un moment donné c'est vraiment nécessaire pour suivre un petit peu notre rythme, et ça peut nous aider de se dire tiens, mon rythme cardiaque finalement se tient mieux parce que je me suis mis à faire de l'activité physique. Ça peut être je dirais un moteur supplémentaire. Alors, c'est souvent un moteur pour beaucoup. Moi, mon but, c'est que les gens bougent. Donc, si la personne me dit, est-ce que j'ai déjà cette montre-là, est-ce que je dois la garder ou l'acheter? Je ne vais pas lui dire de l'acheter, je vais lui dire de la garder si ça lui est utile. Ça ne me pose pas de problème. Mais ce que j'aime mieux, et c'est quelque chose qui va bien entrer dans le thème de votre radio, c'est que, en fait, moi, c'est le souffle. C'est pas la fréquence cardiaque qui m'importe, c'est mon souffle. Il y a 3 intensités d'activité physique. L'activité physique légère, je peux parler, je peux chanter pendant que je la fais. Je taille mes rosiers, je fais du shopping, je me balade dans un musée. Ça, c'est l'activité physique légère. L'activité physique modérée, qui est celle qui nous apporte des bienfaits pour la santé, c'est je suis essoufflé un peu, je peux parler mais je peux pas chanter. Chanter, c'est toute une strophe, hein, bien évidemment, c'est pas 2 mots. Et puis après, j'ai l'activité physique intense, je ne peux ni parler ni chanter. Donc moi, je dis à mes patients ou aux personnes, voilà, vous devez rester dans cette intensité, vous sentez que vous êtes essoufflé, mais vous pourriez marcher pendant longtemps, très longtemps. Et si vous êtes à côté de quelqu'un, vous répondez à ses questions. De temps en temps, vous coupez votre conversation pour reprendre de l'air, et c'est tout. Et c'est beaucoup plus fin que la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, il faut savoir l'utiliser, c'est beaucoup plus compliqué. Et beaucoup de gens font trop confiance à leur montre. Donc là, ça c'est un bon indicateur par contre. Hein. Vous parlez, vous chantez, vous parlez, ou vous parlez plus du tout et vous chantez plus. Donc en fait, là, on voit très bien dans les groupes, quand on s'amuse à courir à plusieurs, celui qui court le plus vite, au bout d'un moment, c'est le seul à parler. Parce que les autres ne peuvent plus parler. Ça veut dire que les autres sont en sur-régime, ils vont bientôt s'arrêter. C'est ça. C'est ça. En ce qui concerne cette activité physique, on a parlé un petit peu de celle qu'on pouvait faire à l'intérieur, on va avoir celle qui est dehors. Il y a le paramètre notamment, on parlait des polluants extérieurs, mais il y a le paramètre des pollens. Là, on est quand même en plein dedans. Un petit rappel, hein, peut-être vous êtes au courant, à mon avis. En 2023, le premier pic pollinique de l'année a eu lieu le 7 janvier. On parlait de l'évolution climatique qui font que certaines essences arrivent beaucoup plus tôt dans l'année. Donc c'était le 7 janvier. Et cette année, moi je suis un peu réactif par rapport à ça, et le premier pic pollinique de 2024 était le 23 janvier 2023.
Oui, un petit peu cette évolution. Sapiens, il serait étonnamment surpris. Mais par rapport à ces, et pour revenir sur le sujet, par rapport à ces pics polliniques ou à ces problématiques polliniques, qu'est-ce que vous dites à vos patients qui aimeraient bien faire de l'activité physique et qui vous disent ah ouais, mais quand j'y vais, je me retrouve, je sens peut-être une irritation ou j'aime bien aller en forêt, mais à un moment donné, non, ça alors peut être bloquant. là c'est clair. Je ne vais pas m'exposer à un allergène qui va me provoquer des symptômes. Je pense que c'est pas raisonnable. À ce moment-là, je vais plutôt l'orienter vers des activités physiques où il ne sera pas confronté. C'est-à-dire, je vais lui dire, c'est pas le moment d'aller dans les bois, dans les endroits ou dans les champs où il y a beaucoup d'arbres qui peuvent libérer du pollen. Allez plutôt dans des endroits où, par exemple, souvent, c'est pas le cas de tous les terrains de foot, mais c'est un peu moins exposé. Ou les pistes d'athlétisme certaines sont ouvertes à l'extérieur, la plupart du temps. On peut garder, ou bien aller nager, ou des choses comme ça. Mais c'est pas raisonnable. Alors, je peux faire un traitement préventif, prendre un antihistaminique, bien évidemment, ça c'est quelque chose qui est possible, mais il faut que je me connaisse assez et que j'en parle avec mon médecin avant. Mais on ne va pas se mettre dans une situation difficile, surtout que ce que je crains, c'est que la personne, ça la dégoûte, ça la décourage. Ça peut stopper net à quelqu'un qui a un problème respiratoire. Voilà. S'il est bloqué par les pollens, il s'arrête net d'un coup et à un moment donné, il dit j'y retourne pas parce que ça a été pas du plaisir, justement, ça a été une vraie douleur. À moi de trouver une autre activité. Juste un tout petit message quand même que je redis aussi aux personnes qui font du sport, en particulier les cyclistes. Aucun masque ne permet de filtrer les toutes petites particules qui rentrent. Donc n'investissez pas des fortunes dedans. Vous serez toujours confronté à cette pollution qui est la plus grave, celle qui est les particules de plus bas. Les PM1 dont on parle beaucoup ici, qui rentrent dans le sang carrément. Qui rentrent quand même et il n'y a aucun masque en particulier pour le vélo qui fonctionne. Et les nanoparticules encore moins. Voilà, encore moins. Encore moins. Un petit message peut-être, on arrive au bout de l'émission, on pourrait rester encore des heures, cher François, merci beaucoup encore d'être venu nous rejoindre. Quel message on pourrait passer à deux niveaux, un premier niveau peut-être à nos instances, je dirais françaises, pour dire comment on peut aller appuyer le fait de pousser plus cette activité physique. Un petit message à la Direction Générale de la Santé, par exemple aussi, que vous connaissez bien, je le sais. Et puis terminer peut-être par un message auprès de tout un chacun et chacune de tous âges et de toutes conditions physiques. Alors le message au pouvoir public, je l'aurais déjà donné, c'est simple. Moi j'attends l'homme politique ou la femme politique qui aura le courage de dire on ne peut plus supporter qu'on ait des enfants de 15 ans qui aient des maladies de vieux. Le diabète de type 2, on l'entend à la radio. Il y a de plus en plus d'enfants de 16 ans, 15 ans, 14 ans qui sont diabétiques. Ça n'existait pas. C'est une maladie de l'homme de 50 ans. Quand j'ai appris la médecine, alors on va me dire je suis très vieux, c'est vrai, mais c'était les hommes de 50 ans. Deuxième message, aujourd'hui, la première cause d'arrêt cardiaque, avant 30 ans, c'est l'infarctus du myocarde. L'infarctus, on le faisait à 45 ans, aujourd'hui à 30 ans. Donc nos collégiens de 15 ans préparent l'infarctus à 30 ans, c'est ça que ça veut dire. Donc ça, ce message-là, j'aimerais qu'il y ait un homme politique ou une femme politique qui dise c'est insupportable. Comme il y a un homme politique qui a dit il y en a assez, 15 000 morts sur les routes, c'est trop, on va arriver à 3 000. On y est arrivé. Et bien ce message, si on le donne, je suis sûr qu'on y arrivera. La Finlande, d'autres pays sont arrivés à le mettre en place. Donc, mais il faut avoir du courage et non pas dire... Mais le courage c'est français, pourtant on devrait pouvoir y arriver, non ? Le courage peut-être, mais la volonté. C'est autre chose. D'accord. Bon, on va leur demander beaucoup de courage et d'avoir encore plus de volonté. Voilà. Le petit message est passé pour toutes et tous. Messieurs et mesdames les politiques, si vous nous écoutez, et puis pas que les politiques, il y a toutes les strates qui la composent, bougeons-nous, bien évidemment. Et pour tout un chacun, alors, et chacune. Tout un chacun, n'oublions personne en route. Pour vous, les adultes, n'oubliez pas une chose, votre santé dépend de vous. Si vous n'en prenez pas soin, ça ira mal pour vous. Alors je prends une phrase de Jim Rohn, qui n'est pas moi, c'est un motivateur américain que j'aime bien, qui a dit « Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre ». Quand on a compris ça, on fait attention. Pensez à vos enfants, vous êtes les exemples de vos enfants. Toutes les études montrent que pour faire bouger les enfants, c'est le comportement parental et la relation parent-enfant à l'adolescence. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre les deux. Et pensez à vos anciens, s'il vous plaît. Arrêtez de dire à votre papa, votre maman, votre papi, votre mamie, n'en fais pas trop papi, n'en fais pas trop mamie. Et pour finir sur une note de plaisanterie, bien décidément, si vous leur dites pas, c'est que vous visez l'héritage. On va l'éviter celui-ci quand même un petit peu. Merci beaucoup François. Moi je rajouterais une petite phrase, celle-ci elle est de moi, qui dit qu'il est temps de bien prendre l'air pour être dans l'air du temps.
Parfait. On va rester là-dessus. Mesdames et messieurs, chères auditrices, chers auditeurs, on l'a dit, de tous âges, de toutes conditions, améliorez votre condition physique. Mine de rien, votre santé est à ce prix. Pas besoin d'avoir une ordonnance pour tout ça. Il suffit juste de le poser et de retrouver du temps sur soi dans la journée et de se dire finalement, comme vous nous l'avez donné en exemple, prendre 10 minutes, 10 minutes et 10 minutes. Finalement, ça fait une demi-heure. Et mis ça bout à bout, ça fait quelques années de plaisir d'aller faire de l'activité et quelques années sûrement de préserver pour tout le monde. Je vous dis donc à très bientôt. C'était avec François Carré aujourd'hui, professeur émérite et cardiologue. Merci beaucoup François, au plaisir de revenir. Vous êtes ici chez vous et on a beaucoup de sujets et de messages à faire passer. À très bientôt et prenez bien soin de vous. Du coup, on ferme l'émission et puis vous allez marcher. À bientôt. Élément Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.